Bonjour Vincent Piloy, 9360. Je voulais rebondir là sur la dernière intervention et l'importance de l'information urbaine pour vous poser, en tout cas aux opérateurs JC Deco et RATP, des questions sur le modèle que vous envisagez pour l'avenir, notamment sur l'accès à l'information. Et pour des sociétés notamment qui imagineraient de développer des services, est-ce qu'aujourd'hui vous prévoyez d'ouvrir cet accès? Je pense que c'est un sujet qui est souvent assez délicat. Ou est-ce que vous allez le conserver pour vous-même en faire un élément de différenciation et un élément clé de vos stratégies marketing? Bon, on peut parler d'applications iPhone, on a pas mal parlé d'iPhone par exemple. Il y a eu des applications Vélib qui ont démarré très vite, hein, je dirais, à l'initiative de petites sociétés innovantes, qui ont été, je dirais, un petit peu recadrées, je crois, et reprises par la ville ou l'opérateur. À la RATP, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous voyez une ouverture de cette information et un accès qui permettrait à d'autres acteurs de proposer des services nouveaux? Je vais répondre moi pour Vélib, Patricia répondra pour les données liées à la RATP, mais la donnée est disponible, elle est ouverte. Il fallait d'abord définir la propriété de la donnée. C'est un peu compliqué quand on est sur des marchés publics. Et donc, tout ça a été juridiquement établi maintenant pour savoir qui était propriétaire de cette donnée, pour savoir quelles étaient les stations avec des vélos, des places, etc. Tout ça est établi par les avocats de très haut niveau. Et maintenant, cette donnée est disponible et n'importe qui souhaitant obtenir l'information peut l'avoir. Il y a un ticket d'entrée qui est tout à fait symbolique pour la gestion de la base de données, son entretien. Le problème des premières applications que vous mentionnez, c'est qu'elles venaient de manière tout à fait pirate ou illégale, taper dans les bases et donc perturbaient ces mêmes bases. Et donc il y avait des temps de réponse ensuite qui devenaient impossibles pour nous à gérer parce qu'il y avait tellement d'attaques dans tous les sens qu'il a fallu réguler tout ça. Donc on s'est dit, trouvons la solution pour qu'on donne cet accès au plus grand nombre. Et maintenant, les candidats se sont fait connaître, on leur a tous répondu, et donc vous retrouverez nos informations sur d'autres applications, évidemment, que celles que la ville a pu développer ou que Deco a pu développer. C'est donc une plateforme ouverte que nous avons voulu, parce que ça permet d'enrichir, en effet, d'autres applications. Alors, j'ai le même type de réponse. Il y a deux types de données à la RATP. Les données théoriques, des horaires théoriques qui sont largement disponibles et qui sont publiques. Et puis les données qui sont liées aux données d'exploitation par la RATP, mais c'est la même chose à la SNCF, qui sont que nous savons où sont nos trains, où sont nos bus à chaque minute. Et c'est comme ça qu'on peut renseigner les systèmes aux abribus, les systèmes dans les métros, et aussi de l'application iPhone de la RATP. Elle est alimentée avec cette donnée-là. Pour le moment, cette donnée-là, elle est propriétaire. Et évidemment, vous le mentionnez, c'est une forme de richesse, parce qu'à partir de cette donnée-là, on peut proposer un certain nombre de services. Alors, l'ambition de la RATP n'est certainement pas de... C'est une richesse en termes de services, c'est pas une richesse en termes de nous, on ne les fait pas payer. Hein, les applications, l'application iPhone, elle est quasi gratuite. Elle est à 79 centimes, enfin autant dire 3 fois rien. C'est une richesse en termes de services. Et pour le moment, elle est propriétaire. Elle est intimement liée à l'exploitation du système de transport. Il n'y a finalement que nous qui pouvons savoir où est le RER Rémy 74. Il peut y avoir des dimensions de sécurité aussi. Oui, intervenir dans un certain niveau d'information. Vous aviez la première main levée. Bonjour, Bertrand Maillère, je suis adjoint au maire à Levallois, en charge de ces questions entre autres, et je m'étonne de deux choses dont on n'a pas du tout parlé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Levallois, c'est une ville qui fait 1 km sur 1 km. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des villes comme Orléans qui ont leur centre-ville qui sont plus grands que notre ville et qui sont entièrement piétons. Ça veut dire que intellectuellement, on pourrait se dire que demain, on peut fermer notre ville à la voiture et pallier à tous les systèmes qui sont déjà en place parce que sur 1 km sur 1 km, on doit avoir 5 lignes RATP bus qui passent, on a 3 stations de métro, on a une station de train, on a 4 lignes de transport urbain bus de la ville gratuit, on a les Vélib, on a bientôt les Autolib, etc. Donc le contexte, on ne peut pas nous dire, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de tout.
et on n'arrive pas à faire changer les mentalités. On s'aperçoit, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, que la marche à pied est une chose extraordinaire, puisque nous, toute personne est à moins de 200 mètres d'un moyen de transport commun. Et les gens ne le font pas. On a même des gens qui déposent leurs enfants, qui prennent leur voiture pour déposer leurs enfants, alors que l'école est en moyenne à 150 mètres. Donc, c'est vraiment un problème de mentalité qu'on n'a pas du tout évoqué. Et malheureusement, on est souvent obligé de changer ces mentalités par la contrainte. C'est-à-dire qu'on oblige, on interdit, etc. Et les gens, du coup, s'adaptent à ces choses-là. On n'en a pas parlé. Et l'autre chose dont on n'a pas du tout parlé, mais ça, c'est le premier intervenant qui aurait pu en parler, c'est la place du deux roues motorisé, qui devient, entre guillemets, un fléau, je m'excuse pour les utilisateurs, mais des villes, en termes de pollution, pas tellement économique ou énergétique, mais en termes de pollution visuelle et de fonctionnement des non-utilisateurs. Les villes dépensent de plus en plus d'argent dans le confort, les fleurs, les choses, polluées par des deux roues qui viennent se stationner n'importe où, n'importe comment. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment gérer ce palliatif à l'automobile qui demain va devenir l'enjeu. L'abandon de l'automobile. Juste deux points. En introduction, j'avais un tout petit peu insisté sur cette notion d'acceptabilité, parce que c'est là où ça bute. J'en avais même un point central, en évoquant le fait qu'effectivement, il était, dans certains environnements, plus facile que d'autres de tenter d'influencer les comportements. C'est un premier élément qui sont non négligeables. Et on voit bien qu'effectivement, on le sait tous, pour avoir une vision d'ensemble d'un système de mobilité aujourd'hui, il faut déployer la réflexion jusqu'à l'acceptabilité, qui passe probablement par une logique aussi d'ouverture à la consultation. Et il faut bien avouer que, par exemple, nous, en France, nous sommes finalement assez peu dans cette logique. Pour avoir vécu moi-même en Suisse, je peux voir que c'est différent, car en Suisse, le citoyen est habitué à donner son avis sur tout. Et donc, on lui demande en permanence, et d'ailleurs, il le donne que de temps en temps parce qu'il n'a pas le temps, mais le fait de l'habituer à donner son avis sur tout le force ensuite, même s'il n'est pas intervenu, à respecter l'avis collectif parce qu'il se sent copropriétaire de la décision, ce qui n'est pas véritablement comme ça que l'on fonctionne en France, puisqu'on fonctionne à la délégation de la décision à des élus, ce qui est une logique différente. Qui Bien sûr, exactement. Autre élément sur les deux roues, là aussi, les situations peuvent être différentes dans le monde. Hein. Tous ceux qui ont visité Pékin assez récemment ont pu voir qu'effectivement, en très peu d'années, on est passé d'un système de motos pétaradantes à un système entièrement équipé de deux roues électriques, puisqu'il n'y a plus d'autorisation pour des deux roues à moteur à explosion, et que ces deux roues électriques constituent, dans le contexte de développement de cette mégapole d'un pays émergent, aujourd'hui massivement riche, mais dans lequel le bien-être individuel n'est pas quand même réparti de manière homogène, un système absolument irremplaçable en attend d'autres systèmes à venir. La configuration de Pékin n'est évidemment pas la configuration de Paris ou de Levallois, bien sûr. Oui, je pense que ce que vous venez de dire illustre assez bien un espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'on dit pour que les gens abandonnent leur voiture, il faudrait leur proposer le transport en commun. Mais en fait, non. C'est pas aussi simple, puisque le Valois est effectivement extrêmement bien desservi. Et pour autant, vous venez de nous l'expliquer, les gens abandonnent pas la voiture. Alors, je crois que le premier intervenant, dont malheureusement le nom m'échappe, mais pourrait le dire, il y a sans doute une espèce d'accoutumance à la voiture. Et puis probablement quelque chose que moi, je qualifierais d'image de soi. Je pense que les transports en commun souffrent encore, même si c'est en mutation, d'une dégradation de l'image. C'est quand même plus valorisant de rouler en voiture encore aujourd'hui, même si la conscience écologique, la boboisation a tendance au contraire à favoriser l'image transport en commun. Alors, je ne sais pas si ça serait intéressant de faire parler, peut-être que vous le savez, mais de faire parler la ville de Paris. On se souvient tous, je crois, du calvaire qu'on a vécu dans la lutte acharnée contre l'automobile, les travaux. Finalement, on a fini par les laisser tomber, notre voiture. Hein. Moi, je laisse tomber la mienne. On a fini par les laisser tomber. C'est fait dans la violence, mais on a fini par la laisser tomber.
beaucoup de villes importantes, et Paris ne fait pas totalement exception, mais enfin Paris peut-être moins que d'autres villes importantes, ont vu aussi beaucoup des emplois repoussés en périphérie. Et alors qu'on circulait en ville pour aller à son travail, aujourd'hui on se retrouve à aller en banlieue pour aller à son travail. Et alors ça pose des tas effectivement de complexité de système de desserte publique, car effectivement, dès lors qu'on n'est plus dans une zone dense, alors l'accès public est beaucoup moins facile souvent. Et beaucoup de gens vont quitter effectivement en voiture une zone dense pour aller vers un emploi qui se retrouve reporté vers une zone moins dense. Et là, on a une difficulté dans un certain nombre de situations, moins en région parisienne qu'ailleurs, mais on a pu le voir dans beaucoup de villes britanniques, américaines, italiennes même, et autres. C'est une question pour Monsieur Asseraf. Sur un projet tel que le Vélib, la structure de coût, vous avez parlé des choses extrêmement prégnantes comme le système d'information, la maintenance et la mise en place ou le matériel. Quelques idées, sans rentrer dans le détail des chiffres, hein, mais quelques idées sur la part relative au moins de ces 3 postes. Bon, les données sur les coûts ne sont pas publiques, hein. Donc ce que je peux juste vous donner comme chiffre, c'est l'investissement qui a été nécessaire en première année pour l'installation des vélos et du mobile urbain était de l'ordre de 90 millions d'euros. Donc c'est là où on voit aussi que la collectivité n'a pas toujours la capacité à investir immédiatement une telle somme au titre voilà, en son nom propre. C'est ensuite la création de 400 emplois pour faire tourner le système, pour un équivalent temps plein de 300 personnes. Donc ça vous montre que c'est une PME en soi, Vélib à Paris. Pour beaucoup, c'est des mécaniciens, des techniciens. Et donc on imagine qu'une entreprise de 400 collaborateurs pour 300 temps plein avec une dizaine d'ateliers à Paris, dans des locaux qu'il faut répartir sur l'ensemble du territoire, voilà, tout ça a un coût considérable. On n'en dit pas plus aujourd'hui parce que c'est une information que seule la ville peut communiquer si elle le souhaite. Mais voilà, évidemment, c'est un coût élevé parce que je rappelle que l'ensemble des recettes des locations et des abonnements vont à la ville et non pas à JCDecaux. Donc les 13 à 14 millions d'euros de recettes annuelles correspondant aux abonnements du quotidien ou de l'année ou de la semaine vont dans les caisses de la ville, hein, et pas dans les caisses de l'entreprise. Donc ça montre que c'est de ce point de vue vraiment un système financé par la publicité. Bon, ça ne répond pas à votre question, mais comme disent les hommes politiques, c'est ma réponse. Voilà. Le dernier point, ceci dit, est très intéressant, notamment parce qu'il montre que c'est une tendance générale qui touche l'ensemble de nos économies de services. C'est que la relation qui était à la base de l'économie du 19e siècle, consistant à dire finalement celui qui consomme paye et souvent il achète. Après, on s'est dit celui qui consomme paye, mais il n'achète plus parce qu'il consomme un service. Et maintenant, on est dans des situations dans lesquelles il y a effectivement une multitude de sources possibles de financement des services et dans lesquelles l'utilisateur paye ou ne paye pas, ou paye une partie, ou paye quelque chose, mais qui ne va pas vers la reprise des coûts directs de cette utilisation. Et on a de plus en plus de ces relations économiques complexes qui font que dans le façonnage des modèles économiques aujourd'hui, il faut raisonner véritablement différemment de ce que l'on a pu mettre en évidence dans le passé, dans cette logique effectivement d'un service qui est payé, qui est rémunéré par celui qui le consomme, etc. Merci Hervé. Bonjour, merci pour ces 3 exposés. Pierre-Olivier Desmures, Nomadvise. Non mais c'est plus qu'un exposé, c'est un projet entrepreneurial, c'est un peu différent. Je voudrais revenir sur le concept de train de véhicule virtuel. On en parle depuis plusieurs années. Les Américains ont fait des travaux sur l'autoroute intelligente. Une ville en Allemagne a travaillé sur le management multimodal. Il y a 3 volets à ma question. Un, c'est à quel horizon de temps vous voyez les premières expérimentations arriver concrètement? Est-ce que ça sera un vrai changement de paradigme pour la mobilité? Deuxièmement, est-ce que vous voyez plutôt ceci sur de la longue distance ou en fait dans un environnement urbain? Et là, j'étends la question à Madame Delon et à Monsieur Asseraf. Et puis finalement, l'automobile était un peu, c'était un peu la théorie de la libération individuelle. Et on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Fleuneau. Il y a encore des valeurs. Et donc, où se feront les plus grandes résistances pour l'adoption en fait de ce type de solution de service? Je vais peut-être
commencer par répondre sur la seconde question, hein, c'est-à-dire sur la distance. Hein. Je pense que ça sera sur des zones oui, de moyenne distance et en plus sur des zones en termes de circulation, donc type autoroutière, très balisées, enfin, je veux dire. Hein, donc, pas des zones périurbaines ou des zones. Donc là, c'est clair. Au moins dans une première étape. Hein. Donc des tronçons d'autoroute où ceci peut être mis en place. Sur la première question, l'horizon dans lequel ça va se faire, là, je ne sais pas vous répondre, très, très sincèrement. Je ne sais pas vous répondre. Les études continuent. Ce que je peux dire, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que l'ensemble de ce qui va permettre de le faire hein, va se mettre en place au cours des 10 prochaines années. Hein, c'est-à-dire à la fois ce qui est là, dans le véhicule, tous les organes de perception, parce que ça, on en a besoin pour d'autres choses. Donc après, on l'a déjà par tout ce qui est cruise, contrôle, etc. Mais enfin, après, ça va s'améliorer pour la partie carte ou infrastructure. Et donc, moi, j'imagine qu'à l'horizon 10 ans, on aura l'ensemble de la technologie. Alors après, le déploiement, ça remonte à la troisième question, hein, qui est de dire, bon, est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'il ne vaut mieux pas prendre le train, hein, je veux dire, ou est-ce que faire un train de voiture, enfin, etc. Bon, mais voilà. Mais de toute façon, les technologies vont être nécessaires pour d'autres applications qui, elles, sont à beaucoup plus court terme. On voit néanmoins que pour ce qui est du train de bicyclette, on attendra beaucoup. Oui, je crois. Je suis d'accord. Hein, je vous laisse répondre. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est moins voilà, mon sujet que de travailler sur ces aspects. Donc voilà, j'ai pas de commentaires. Je ne sais pas si Patricia en a, mais là, c'est vrai qu'on est assez loin, nous. La première application ne sera pas dans les zones urbaines denses, ou moins denses d'ailleurs, mais dans des zones urbaines, comme celles dans lesquelles les transports publics sont des acteurs. Je voudrais ajouter juste un point qui est aussi une étape intermédiaire. Donc ça ramène à ce que j'ai indiqué, l'aspect car, tout infrastructure. C'est qu'on va probablement voir apparaître le problème de ce qu'on a dans le domaine du trafic aérien ou dans le domaine du ferroviaire, des gestions centralisées. Donc ça, on va probablement voir apparaître le véhicule qui est géré de façon automatique ou semi-automatique par un poste centralisé. Sur le métro, on l'a, mais dans le véhicule automobile privé, on ne l'a pas. Hein, et ça, on va l'avoir. Alors, on sait, et vous en particulier le savez mieux que moi, que évidemment, il y a en carton sur ces questions-là des projets. Alors, le MIT, grand producteur de tous ces projets, d'ailleurs quelquefois en association avec la RATP, imagine des systèmes qui, même en zone urbaine, permettraient effectivement de petits véhicules individuels qui s'emboîtent, qui peuvent ensuite se déployer facilement, qui sont nourris d'informations, avec une centralisation / décentralisation de la décision et de l'information. Simplement, ça reste des déploiements qui paraissent très utopiques parce que c'est la réorganisation de toute la fabrique urbaine qu'il faut mettre en place et c'est les véhicules avec les systèmes, avec la suppression des autres véhicules, etc. Donc ce n'est potentiellement concevable que sur des villes nouvelles dont on verra d'ailleurs le déploiement en Asie très probablement. La Chine construit des villes nouvelles tous les jours, hein. Shanghai développe 6 villes nouvelles autour desquelles on trouve à chaque fois 60 petites villes et à chaque fois 60 villages. Tout ça est construit de toutes pièces ou à peu près. C'est vrai que dans des environnements comme ça, on peut imaginer tester dans un futur qui n'est pas trop lointain ce type de système. Mais sur une structure, sur une fabrique urbaine existante, ça paraît effectivement extrêmement difficile. Dernier commentaire, si vous permettez. Je pense que ce type de projet, il ne faut pas les voir comme des préfigurations de systèmes futurs, il faut les voir comme des projets concepts. Hein. De même que Renault ou Peugeot font des concept cars qui ne seront jamais fabriqués. Mais ça permet de développer de la technologie qui va être ensuite utilisée dans d'autres contextes. Hein. Donc je pense que en termes d'innovation, c'est important. Autre question, parce que je vois une main qui s'est déjà levée. Et, oui, non, mais allez-y très vite et ensuite on passe la parole aux mains qui ne se seront pas encore levées. Donc la question est pour le premier intervenant sur Internet. Comment vous traitez de la responsabilité des acteurs, notamment propriétaires, conducteurs et entremetteurs? Question importante. En fait, d'Iwes, je joue le rôle d'intermédiaire, de tiers de confiance. Mais il y a un contrat qui est signé entre le propriétaire et le conducteur.
Et donc c'est une relation de particulier qui est régie via le site. Et je vous présente mon associé juste à côté, qui a pu nous rejoindre parce qu'on s'est fait remettre un prix juste en même temps. Donc il va peut-être compléter. Il y a aussi une notion importante, peut-être que tu as abordé tout à l'heure, Alex, c'est la notion de communauté. C'est-à-dire que D-Ways s'implante sur des communautés existantes. C'est-à-dire que nous, on s'est d'abord implanté sur le campus de l'ESSEC. Un propriétaire choisit avec qui il veut partager sa voiture. Donc ça peut être dans un premier temps ses voisins, sa famille, ses amis. Et après, il peut étendre des groupes, un peu comme sur Facebook, où il va agrandir son réseau de mobilité autour de sa voiture. Et sa voiture devient une sorte de bien public, mais géré par lui-même, en fait. Juste en matière d'assurance, comment ça se passe? Alors l'assurance, aujourd'hui on travaille avec la Massif qui nous conseille sur les questions d'assurance et on conseille à nos membres de s'assurer tout risque multiconducteur parce qu'en France c'est la voiture qui est assurée, pas le conducteur, donc qui s'assure tout risque multiconducteur et on travaille sur ça ne va pas être un contrat entièrement spécifique mais une option. Bonjour, j'ai une question pour M. Asseraf. Vous nous avez rappelé à plusieurs reprises que le business model de JC Decaux était lié à la publicité et j'ai une incompréhension par rapport à Cyclocity. Sauf erreur de ma part, j'ai jamais vu de publicité sur les bornes ou sur les vélos. Et donc, est-ce que vous pourriez approfondir ce point? D'où vous tirez vos revenus publicitaires? Parce que l'appel d'offres en fait Vélib à Paris n'était qu'un seul lot qui associait Mobilier Urbain de Paris, donc les supports publicitaires et la mise en place d'un système de vélo en libre service. Donc c'est un lot unique et c'est la publicité sur le mobilier urbain qui finance le service. C'est donc un ensemble. Alors certaines villes acceptent la publicité sur le vélo pour contribuer à l'économie globale. C'est le cas de Marseille, c'est le cas de Toulouse, mais la majorité des villes en fait associent la publicité à du mobilier urbain qui n'est pas ou qui peut être sur la station elle-même. D'ailleurs, on aurait pu imaginer le 2 mètres carrés publicitaire au pied de la station. Ce n'est pas le cas à Paris, mais c'est une publicité en quelque sorte déportée de quelques centaines de mètres. Mais c'est bien le même contrat. Dans la très grande majorité des villes, puisque nous ne répondons pas s'il n'y a pas de financement publicitaire. Donc les systèmes qui seraient financés par d'autres logiques, comme uniquement le contribuable ou la ville, c'est plus notre sujet, puisque c'est plus notre métier. Donc, j'ai peur de réouvrir peut-être un débat, mais c'était pour parler un petit peu de la voiture électrique, puisqu'on en a peu parlé, alors qu'on sent qu'en tout cas pour les années à venir, ça pourrait être une nouvelle composante dans les villes. Et avoir un petit peu votre point de vue sur le sujet. Il y a à Paris pas mal de... Alors Autolib, mais la voiture électrique en général, on a vu aussi que dans le vélo libre-service, il fallait prévoir des vélos à 22 kg et pas des vélos Décathlon. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les constructeurs soient en train de construire des voitures à multi-usage versus des voitures individuelles. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous participez à ces réflexions-là et est-ce que vous avez des idées à partager avec nous sur le sujet? Question centrale, il faut savoir que que l'année dernière, en fait, dans un cercle de ce type-là, on avait largement laissé la parole à Renault en particulier pour nous parler de cette dimension. C'est pour ça qu'on n'avait pas trop prévu d'en parler cette fois-ci, mais que ça reste un sujet central sur lequel... Bon, moi, je n'ai absolument aucune compétence pour parler de la voiture électrique en général. La RATP, comme chacun sait, a fait partie d'un consortium qui a répondu à l'appel d'offres d'Autolib. Et là, ce consortium n'a pas été retenu. Donc, on va voir ce que ça va devenir. On connaît bien les difficultés auxquelles il va falloir faire face, qui sont celles d'ailleurs qui ont condamné les précédentes expérimentations, puisqu'il y avait Caisse Commune par exemple, qui était un exemple d'autopartage qui était déjà, si ma mémoire ne me trahit pas, géré par la ville. Donc il y a tout l'enjeu, les véhicules, le vandalisme. Enfin, je pense que c'est exactement la même chose que pour les vélos, avec la complication supplémentaire. Je dis bien complication et pas complexité, parce que je pense que c'est plus grave que de la complexité, avec la complication d'avoir affaire à des voitures. Donc il faut les mettre dans des parkings. Donc on a la question de la distance. Mais c'est un projet auquel la RATP croyait beaucoup, et auquel les conditions économiques ont fait que d'autres acteurs plus volontaristes que ce consortium ont remporté. On considère que la voiture est inévitable en ville et on substitue une solution moins pire à une solution pire en termes de pollution par exemple et d'empreinte carbone. Mais dans ce cas, on répond qu'à une partie des besoins. Franchement, je crois qu'il faudrait reposer la question au départ, pourquoi faire ?
Et en tout cas dans les métropoles qui sont largement pourvues en transport en commun, je pense que pour le coup la voiture électrique est une forme de concurrence au transport en commun. Je ne m'exprime pas là-dessus en termes de est-ce que c'est bien ou pas bien. Après, est-ce que c'est mieux dans d'autres villes moins denses, où il y a moins dans des moyennes villes de province pour lesquelles les transports en commun sont compliqués? Est-ce qu'à ce moment-là, ça correspond, ou trop cher? Parce que c'est jamais compliqué, c'est toujours cher. Est-ce que ça correspondrait à un besoin de déplacement urbain moins polluant? Je crois qu'il faut se poser vraiment la question. Autant je pense que la question est posée dans le cadre de l'autopartage et du projet Autolib. Le concept a été posé, c'est on veut un système qui permet aux Parisiens d'avoir moins de voitures individuelles et de maximiser l'usage d'un véhicule. Et par conviction, on choisit un véhicule non polluant ou moins polluant. Après, le développement de la voiture électrique, moi, ce que je ne vois pas aujourd'hui, c'est quel concept, à quel besoin on veut que ça réponde. Comme c'est un débat en soi extrêmement vaste, on va probablement pas effectivement le traiter aujourd'hui, mais on restera attentif. Je rappellerai simplement, hier, nous avions une réunion avec des gens d'EDF sur un projet de mobilité qui expliquait que l'une des voies intéressantes à creuser, c'était que finalement, le véhicule électrique devenait un transporteur d'énergie que l'on peut également resservir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un capteur d'énergie qui le consomme, on peut derrière le réutiliser, le resservir. Un autre aspect qui était mis en avant par les travaux d'EDF, c'est à quel point il y a de l'électricité à récupérer partout. Par exemple, effectivement, sur les traces de pas, dans les métros, dans les stations comme la Défense. Bien sûr. De récupération d'énergie de freinage, on le fait déjà, on le fait dans les bus. Et dans le projet du Grand Paris, c'est inclus dans la conception proposée par la RATP des trains, c'est que le freinage génère de l'énergie qui est utilisée, réinjectée dans le système. Ne me demandez surtout pas comment, mais réinjectée dans le système. Monsieur Potier, pourrait nous expliquer tout ça pour alimenter les accélérations. Donc on le fait sur les bus, on a des systèmes vachement sophistiqués de récupération de l'énergie de freinage. Il y a d'autres moyens de récupérer l'énergie qui est produite. Voilà, on va devoir clore. On peut simplement se souvenir, à Rotterdam, il y a un dancing dans lequel l'éclairage entièrement est produit par l'énergie des gens qui dansent, qui est donc récupérée au sol et réutilisée pour l'éclairage. Il y a peu d'éclairage dans les dancing, donc c'est pas très grave. Alors, juste deux points, en fait, un seul, c'est de vous donner rendez-vous le 20 janvier prochain, ici, pour notre prochain matin d'innovation, innovation responsable, et donc oxymore et réalité, on se pose la question. Vous souhaitez ensuite, évidemment, de joyeuses fêtes, et on le fait, bien évidemment, sur une bicyclette, mais une bicyclette de la Poste, en fait, parce que la Poste est un de nos gros partenaires, donc on a essayé de mêler les deux. Et puis remercier évidemment nos intervenants pour la gentillesse avec laquelle ils ont bien voulu accepter de venir se prêter à ce jeu-là. Et puis j'en profite aussi à remercier Pierre, où est-il ? Pierre Montaron, qui organise toutes ces manifestations et qui ne dépense pas son énergie, qui est là d'ailleurs, et qui doit récupérer vos feuilles d'appréciation pour tous ceux qui auraient la gentillesse de nous le remplir. Merci beaucoup et bonne fête encore.